Voilà, et tout de suite, Sylvain Louradour, le VP Chief Creative Officer de 2050 La Maison et le directeur de cette nouvelle offre Global Trends, nous présente donc les grandes tendances technologiques de l'année, les Global Trends 2024. Bonjour, merci beaucoup pour votre accueil et je suis ravi de vous présenter les tendances 2024-2025 de Global Trends. Donc, Global Trends, c'est un observatoire de l'innovation mondiale. On capte, donc, comme on l'a dit avec Karen, 3000 innovations sur tous les continents et dans tous les secteurs tout au long de l'année. On décrypte ces innovations, on les relie et puis on en déduit des mouvements. Et cette année, le titre générique est Scale Up the Future, c'est-à-dire que nous essayons de passer à l'échelle les bonnes idées. Les bonnes idées existent sur tous les continents, dans tous les pays. Parfois, elles sont invisibilisées, faute d'usage, de financement, ou bien faute de se raccorder les unes aux autres. Et de l'autre côté, nous avons des technologies comme l'IA, évidemment, qui, avec leur puissance et leur précision, peuvent nous apporter beaucoup de choses, enfin de vraiment accélérer ce mouvement. Donc Scale Up the Future, c'est vraiment comment passer une bonne idée à l'échelle. Vous aurez dans le livre que vous aurez à la sortie, toute une première partie d'analyse à partir d'interviews faites d'innovateurs du monde entier. On a 50 interviews exclusives. Et bien à partir de ces analyses, vous aurez des éléments de réponse sur les conditions de réussite du passage à l'échelle d'une bonne idée par celles et ceux qui les ont réalisées. On va passer tout de suite dans le contenu du livre, parce qu'on a 30 minutes pour faire un tour du monde de l'innovation. Donc c'est à la fois très court, j'espère que je serai assez clair. Sinon, vous aurez toutes les explications dans le livre, encore une fois. Donc ce livre, on en est très fiers chez 2050 Now, La Maison, parce que c'est à la fois l'aboutissement d'une année de travail, mais surtout c'est le début de quelque chose, c'est le début du lancement de la saison 2024-2025 auprès de nos entreprises clientes et adhérentes, avec des conférences, des ateliers d'idéation et d'autres déploiements de ces tendances auprès des collaboratrices et collaborateurs. Alors cette année, nous avons imaginé une créature pour supporter cette idée de scale-up, c'est le SCAL. Alors vous voyez évidemment, le nom est issu des premières lettres de Scale Up the Future, et le SCAL, eh bien, c'est une créature imaginaire qui n'est ni minéral, ni animal, ni végétal, mais qui est tout à la fois. Et cette créature, en fait, c'est important d'avoir une sorte de symbole d'image, de visuel symbole, c'est l'importance du récit. C'est le symbole, ce SCAL, cette créature-là, eh bien, de l'émergence. L'émergence des idées que l'on capte dans les cerveaux des femmes et des hommes qui innovent, l'émergence des innovations, l'émergence des projets qui sont constructif pour nous et la planète. Donc vous voyez, ce SCAL, eh bien, vous allez le voir tout au long de la journée, il va nous accompagner. Quand on parle d'océan, eh bien, il sera, voilà, vous l'avez ici sous les yeux, un SCAL océanique, et puis vous verrez, ensuite vous aurez la surprise de toutes ces déclinaisons, puisque ce SCAL est protéiforme, et il rythme aussi le livre que vous aurez à la sortie de cette conférence. Alors on va commencer par une citation d'Hegel. Alors je vous rassure, dans le livre, il y a des citations d'Hegel, mais aussi de Taylor Swift. C'est très varié. Voilà, c'est vraiment le but, c'est d'exciter les neurones. Donc on va chercher partout les bonnes citations pour pouvoir justement exciter ces neurones. Les clients parlent souvent d'ouvrir les chakras et d'exciter les neurones. Donc je reprends leurs mots. Hegel nous dit ce qui est bien connu, justement parce qu'il est bien connu, n'est pas connu. Alors ça, c'est simplement une invitation à aller au-delà de ce que nous connaissons, au-delà de nos croyances, au-delà peut-être de nos croyances limitantes et aussi des systèmes que l'on nous propose pour étudier cette problématique
de l'environnement, du développement durable, etc. Et c'est vrai que parfois, on est un petit peu aveuglé par des outils qui sont, comment dire, limitants. Par exemple, eh bien, voilà, 3 outils aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans le détail, nous n'avons pas le temps là, mais il y a d'abord les objectifs de développement durable, donc c'est très important, hein, vous en avez 17 avec différentes thématiques, ils sont aussi rappelés dans le livre. Vous avez 2 autres outils intéressants. Tout d'abord les limites planétaires et puis la théorie du donut qui ajuste les limites planétaires aux enjeux sociétaux et sociaux. Donc ces outils sont très intéressants parce qu'ils permettent évidemment de prendre conscience des problématiques et puis aussi d'avoir des pistes de réflexion, des pistes de solutions. Le seul souci, c'est que ces outils sont forcément limités, ils ne prennent pas en compte la complexité du vivant tel que nous pourrons ensuite le voir dans le livre notamment. Donc on peut remettre en question aussi ces outils, ne pas en être victime, c'est-à-dire de savoir les utiliser. Alors quand on parle de brutalisme conceptuel, hein, c'est le mot brutaliste, c'est une référence à cette architecture d'après-guerre qui revenait à la fonction même du bâtiment avec des lignes beaucoup plus brutes, beaucoup plus épurées. Et peut-être que nous, face à ces problématiques, parfois, nous avons des écrans qui nous empêchent de réfléchir notre relation au monde, notre relation au vivant. Et vous allez voir dans le livre qu'il y a beaucoup d'innovations qui, au contraire, elles sont vraiment très au cœur du sujet et sans aucun filtre. Donc, voilà, donc là vous avez sous les yeux les 5 tendances plus un focus. Donc cette année, 5 tendances ont émergé hein, dans ce travail de captation. Supernature, Reprogramming Life, Mind Your Brain, Hyperprédiction, Générative Démocratie. Et puis chaque année, nous faisons un focus ODD. Cette année, c'est l'eau qui répond à 2 ODD, 6 et 14, l'accès à l'eau et puis la biodiversité. Alors plutôt que de lire ces petites lignes, on va plutôt plonger directement dans les tendances et puis je vais vous les raconter. La toute première, c'est Supernature. Alors évidemment, c'est le titre d'une chanson célèbre, mais c'est aussi ce que nous avons observé. Supernature, c'est tout simplement de comprendre tellement bien les secrets, les subtilités de la nature que nous pouvons, ces pouvoirs-là de la nature, les réorienter dans à des fins sustainable pour nous humains. Donc là, vous avez des petites citations, vous les retrouverez dans le livre évidemment. Là, ce sont 2 citations sur le biomimétisme, sachant qu'on pense souvent le biomimétisme comme s'inspirer de la nature pour concevoir des produits, mais aussi on peut s'inspirer de la nature pour prévoir des solutions. C'est ce qu'on va voir un petit peu plus loin. On commence cette première partie avec Tatiana Giraud, que nous verrons tout à l'heure lors d'une interview qui est absolument passionnante et qui décrit le vivant comme un équilibre dynamique. Et c'est souvent, en effet, quand on pense le vivant, eh bien, c'est un petit peu parfois monolithique, un petit peu figé, alors que, évidemment, c'est un équilibre complètement dynamique. Hein. Elle utilise, elle, la métaphore du vélo qui est sans arrêt en mouvement. Et donc, eh bien, dans cette première partie, il y a plusieurs innovations que nous avons retenues. Là, j'en ai sélectionné seulement 5, évidemment, parce que sur la centaine, là, ça va être un peu compliqué. AI Timber, c'est très intéressant. C'est une innovation qui réinvente la planche de bois. Alors là, c'est vraiment, c'est pas du tout, évidemment, la high-tech IA générative dernier cri. Mais vous voyez, quand vous voulez construire un meuble en bois ou une maison en bois, vos planches sont rectilignes. Et donc, quand vous coupez un tronc d'arbre qui, lui, n'est pas rectiligne, en forme de planche rectiligne, vous avez des déchets, du gâchis. Et donc cette IA, là, qui a été conçue en Italie, est capable de découper un tronc d'arbre, vous voyez, en planches qui ne sont pas du tout droites, et ensuite qui s'assemblent comme un puzzle, avec à l'arrivée 0 déchet, 0 gâchis. Donc là, c'est très intéressant parce qu'on voit comment l'IA peut aider à mieux se servir des matériaux. Ça, c'est une innovation assez spectaculaire, enfin en tout cas intéressante. C'est toujours intéressant d'avoir un rapport entre l'IA générative dernier cri et puis la préhistoire, puisque là, c'est une IA qui reconstitue des antibiotiques présents chez les hommes de Néandertal il y a 40 000 années. 40 000 ans. Et donc, vous avez comme ça, évidemment, pour les reproduire dans le monde actuel. Donc là, c'est très intéressant. Et puis ensuite, vous avez l'utilisation des champignons. Alors les champignons, pour nous, c'est un peu une découverte cette année. Hein. C'est vraiment la star montante de ces tendances parce que il y a beaucoup d'utilisation dans la mode, dans l'alimentation. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très important, ce champignon. Là aussi, c'est détaillé dans le livre. Et MycoCycle, en fait, s'attaque aux déchets toxiques notamment, mais aux matériaux qui posent problème pour la pollution. Donc, par exemple, ces champignons sont capables de digérer de l'asphalte et de transformer cet asphalte en matériaux renouvelables, en matériaux propres, pour faire des emballages, des matériaux de construction, par exemple.
Donc voilà pour le pouvoir du champignon. Et puis, on a aussi repéré que le pouvoir de la nature, c'était de simplement mieux l'observer. Tout simplement, en observant la nature, on peut déduire certaines données. Hein, par exemple, là, c'est une histoire de pollution de l'eau. Vous voyez, avec ces trois petits animaux, un gastéropode, une sorte de limace et puis un crustacé, eh bien, en observant leur danse, leur mouvement dans l'eau, on sait si l'eau est polluée ou non. Et donc ça permet de déceler évidemment tous les antibiotiques présents dans l'eau, etc., simplement par l'observation du mouvement du corps de ces petits animaux. Donc là, on a vraiment une approche qui est non invasive par rapport à la nature, c'est simplement de l'observation, de la déduction, et après évidemment on prend les bonnes mesures qui s'imposent pour la dépollution et le traitement de l'eau et le pilotage de l'eau. Et puis dernière innovation de cette première partie, c'est Green Gravity. Donc il existe des milliers de puits de mines abandonnés dans le monde, hein, des mines qui ont été montées, abandonnées. Et donc l'idée là, c'est d'utiliser la gravité tout simplement en faisant tomber des poids dans ces mines et en récupérant l'énergie kinétique de ces poids qui tombent dans les mines. Voilà. Donc ça, c'était pour la première partie. Et vous verrez que chacune des parties dans le livre se termine par une page de prospective. Là, on s'intéresse aux champignons, encore une fois. On se projette en 2029. Hein, la prospective, c'est très intéressant parce qu'on prend quelque chose d'existant qui est plausible et puis on le projette bien plus loin pour en tirer des fils et mieux réagir sur notre présent. La fungicratie, c'est l'idée que le champignon, avec son intelligence forestière, hein, de régir la forêt en secret, enfin bon, là je vais un peu vite et c'est un peu comment dire, un peu grossier comme explication, mais en tout cas, vous verrez dans le livre que tous les éléments sont là pour bien comprendre que l'intelligence du champignon pourrait servir éventuellement de modèle à des fonctionnements humains, pourquoi pas à de nouveaux régimes démocratiques. Donc là, on fait de la science-fiction, mais en tout cas, ça permet de s'interroger sur vraiment les pouvoirs de la nature. Alors la deuxième séquence de ce livre, c'est Reprogramming Life. Donc là, c'est l'extrême inverse, c'est-à-dire qu'on considère le vivant comme du code. Et comme on le considère comme du code, eh bien, nous pouvons recoder ce vivant pour lui donner les fonctions que l'on veut, nous autres humains. Dès que je dis ça, tout de suite, on sait qu'on a des questions éthiques hein, qui viennent en tête. Et voilà, AmiWeb qui nous prévient, attention, il n'y a pas de consensus sur cette régulation. Donc là, évidemment, c'est après à chaque firme, à chacun, à chacune de faire attention. Et puis, alors voilà, l'initiative emblématique. Alors, vous avez à chaque fois des portraits des innovatrices et des innovateurs, hein, parce que souvent on parle de la tech et des innovations de façon un peu froide, alors qu'évidemment, c'est des femmes et des hommes derrière qui innovent. On a choisi une personne, c'est toute une équipe. Et quand vous avez une citation comme ici, vous avez l'interview intégrale dans le livre de cette personne-là. Antrobot, c'est un biobot, c'est-à-dire un robot vivant fabriqué à partir de cellules vivantes. Alors on avait eu l'an dernier le Xenobot, qui était fabriqué, lui, à partir de cellules de grenouilles, mais là, ce sont des cellules de trachée artère humaine qui fabriquent ce robot. Donc c'est vraiment un petit robot. Alors, ce petit robot mesure 500 micromètres, il est biodégradable, hein, donc ça veut dire qu'une fois qu'il a accompli sa mission dans le corps, par exemple d'acheminer un médicament au bon endroit, eh bien, il se dissout dans votre corps, et donc c'est tout à fait voilà, indolore, enfin je veux dire c'est tout à fait non invasif. Ce petit robot, on l'a créé, et puis maintenant on l'observe, on sait déjà qu'il ne peut pas se reproduire, qu'il ne peut pas avoir de modification génétique, et puis on suppose que ce petit robot-là eh bien, pourrait réparer des neurones abîmés, ou alors s'attaquer aussi aux lésions de la moelle épinière. Donc voilà, c'est une promesse incroyable avec ce petit robot vivant microscopique. De l'autre côté, on a aussi la façon de reprogrammer des insectes. Alors BioBug, par exemple, eh bien, c'est le soldat, désolé pour le visuel, hein, peut-être qu'il est un peu tôt pour un visuel comme ça, mais c'est un insecte qui, lui, permet... Alors les larves de cet insecte grossissent de 15 000 fois en 2 semaines. C'est comme si un être humain devenait une baleine bleue en 2 semaines en termes de taille. Et donc, là, évidemment, c'est quelque chose de colossal. Et cette matière qui augmente, peut servir de protéines animales pour des nourritures, peut aussi servir de protéines pour des médicaments. Et donc, cette mouche noire est capable de transformer des déchets et des matériaux toxiques en matériaux propres. Donc, vous voyez, l'utilisation en reprogrammant un insecte pour en faire une sorte d'usine, une sorte de machine à détoxifier des matériaux. Alors, petite tendresse pour cette innovation qui s'appuie sur les cyanos, les petites algues qui ont, il y a 2 milliards d'années, ces petites algues ont, voilà, Romain Troublé acquiesce, merci, ces petites algues ont permis d'avoir une atmosphère terrestre respirable il y a 2 milliards d'années. Et bien en 2024, vous voyez, cette entreprise britannique se sert de ce pouvoir qu'on redécouvre, hein,
pour dépolluer des sorties d'émissions de CO2 et en faire des carburants propres ou bien des matériaux propres. Donc voilà, donc une innovation qui date d'il y a 2 milliards d'années, c'est quand même assez intéressant. De même, détourner des bactéries, les reprogrammer pour détoxifier des batteries, ça aussi c'est très intéressant. C'est-à-dire que ces bactéries sont capables de manger les substances toxiques des batteries, ce qui là aussi ouvre des champs en termes de scalabilité à un recyclage des batteries par un procédé complètement nouveau. Et puis on termine avec, pourquoi pas des plantes dans l'espace, hein, puisqu'on sait que le rayonnement cosmique augmente la mutagénèse des plantes, c'est-à-dire le moment où la plante va pouvoir se transformer d'une façon ou d'une autre. Et donc voilà, c'est une expérience qui va sans doute être menée, hein, on attend de voir avec certitude si l'expérience est menée ou non, mais en tout cas c'est quelque chose d'intéressant, c'est de voir comment cette plante va se comporter dans l'espace pour évidemment prévoir ensuite des plantations sur Mars éventuellement. Toujours pareil, vous avez une page prospective sur Reprogramming Life. Là, on parle de BioBuddy. C'est un petit compagnon, BioBot, hein, qui vous accompagne dans votre rapport à la nature. Et puis alors, Mind Your Brain, donc ça c'est la troisième partie, on s'intéresse au cerveau. Le cerveau, on a beaucoup d'innovations sur le cerveau, hein, c'est pas nouveau, mais là on observe vraiment deux courants très nets. Premier courant, augmenter le cerveau, donc avec par exemple des puces ou des autres techniques moins invasives que des puces dans le cerveau. Et puis, une autre voie, c'est la voie de la lecture dans les pensées. Et là, on a de plus en plus d'innovations qui permettent de lire dans les pensées, en transformer vos pensées en texte, voire en images. Alors là, c'est tout à fait spectaculaire. Et en termes d'éthique, évidemment, là, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de questions à se poser. Une fois qu'on peut lire vos pensées, en termes d'apprentissage, en termes d'identité, même hein, si on est complètement transparent, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on devient. Alors donc, là, on a une citation de Anna Maïkes qui, elle, a inventé une sorte de, ce bonnet de plongée qui, avec des petites pulsations électriques, est capable de traiter des maladies comme la dépression, Alzheimer ou Parkinson. Et elle croit beaucoup dans le progrès envers la compréhension du cerveau humain. Donc, première innovation, c'est tout simple, hein, vous pensez à quelque chose et ce à quoi vous pensez est transcrit en texte sur un écran comme la photo le montre très clairement. Donc là, évidemment, utilisation pratique, vous pouvez dicter vos SMS, enfin vous pouvez faire tout un tas de... Voilà, vous pouvez diriger ChatGPT par la pensée éventuellement. Voilà, donc après, c'est une question d'imagination pour les applications, mais en tout cas, la lecture dans les pensées a de beaux jours devant elle. Il y a aussi, par rapport au cerveau, tous les êtres hybrides, hein, toutes les expérimentations. Donc tout à l'heure, on a vu un robot vivant, un biobot, et là, c'est un être hybride entre des circuits électroniques et des neurones humains que ce BrainAware. On en a eu dans les années précédentes, il y a 2 ans, je crois, un qui était capable de jouer au jeu Pong. Voilà, mais depuis, il a fait des progrès, ce petit être hybride, puisqu'il est capable de résoudre des problèmes mathématiques ou aussi de reconnaître les conversations de plusieurs personnes différentes. Alors peut-être le plus spectaculaire dans cette partie, hein, c'est cette innovation. Vous connaissez peut-être Stable Diffusion qui permet de créer des images. Et alors là, ces chercheurs ont poussé cette innovation dans ses retranchements. C'est le Stable Diffusion Reading Mind. Et donc, littéralement, vous pensez, voyez, à un nounours, la machine décode votre pensée et reproduit l'image à laquelle vous pensez. Et donc, vous voyez, les images sont imparfaites. Vous voyez en bas de cet écran que les images ne sont pas exactement de la même nature, mais on reconnaît quand même l'objet. Et quand on connaît les progrès fulgurants des IA année après année, mois après mois, même jour après jour, on peut se dire que ce genre d'innovation, dans quelques mois, les images du bas seront parfaites, seront vraiment l'image de ce que vous avez en tête. Alors là, évidemment, l'ouverture à des usages de reconstruire ses rêves, de penser, voilà, c'est tout à fait vertigineux. Traiter le cerveau, c'est aussi un point clé, hein, c'est le soin, c'est la santé. Et donc, BioGrapher, c'est une initiative qui permet de démocratiser la thérapie de la réminiscence. Alors, qu'est-ce que c'est que la thérapie de la réminiscence? C'est de dire que pour soigner des maladies comme Alzheimer, par exemple, il faut faire ressurgir les souvenirs. Et c'est là où l'IA entre en jeu. C'est-à-dire que l'IA va permettre à une personne qui aurait raconté sa vie, un petit peu comme un biographe, hein, de se transformer en une sorte d'avatar et de se parler à elle-même et en fait, en faisant ce chemin, de solliciter ses facultés cognitives, ses facultés mentales. Et on termine avec cette initiative qui vise, elle, à restaurer le langage de cette personne qui avait perdu la parole. Donc vous voyez qu'elle a des électrodes branchées dans le cerveau. Et donc, sa voix est reconstituée
sous la forme de l'avatar qui est en face d'elle. Et il faut signaler que cette voix est reconstituée non pas à partir d'une voix lambda, synthétique de quelqu'un d'autre, mais de sa propre voix, qui elle-même a été restituée à partir d'une vidéo, la vidéo de son mariage. Voilà, donc c'est tout un assemblage un peu complexe qui pose aussi, j'imagine, beaucoup de questions. Mais en tout cas, voyez ce à quoi on peut arriver, hein, d'une personne qui a perdu la parole et qui parle sous la forme d'un avatar avec la voix qu'elle avait le jour de son mariage. Petite page prospective sur Mind Your Brain. Là, c'est l'idée d'avoir un chapeau on-off, hein, puisqu'on a vu qu'on pouvait lire dans les pensées. Donc, en fait, vous pouvez vous mettre en mode on, c'est-à-dire laisser votre cerveau open, enfin ouvert à toute lecture, ou bien off, vous pouvez aussi éteindre cette faculté-là, et donc avoir, comme actuellement, une sorte d'intimité dans votre boîte crânienne, hein, l'intimité de vos pensées et donc de votre identité. Ça, vous retrouverez aussi dans le livre. La quatrième et avant-dernière tendance de cette année, c'est l'hyperprédiction. Alors évidemment, l'hyperprédiction, on voit quel est l'outil derrière, hein, c'est l'IA. Et l'IA avec deux qualités, c'est la puissance et la précision, qui nous permettent évidemment, de prendre conscience d'enjeux à des échelles que nous ne pourrions pas voir, évidemment, et aussi d'avoir les solutions qui peuvent être imaginées en fonction de différentes problématiques. Alors la prédiction, on voit bien que c'est la prédiction par exemple des catastrophes naturelles, les méga-feux, les inondations, et voilà. Mais c'est bien d'autres choses, hein. L'hyperprédiction, si on tire le fil, c'est aussi se projeter dans le futur pour créer de toutes nouvelles choses, simplement à partir de la data. Alors une citation très intéressante de Laura Siboni, qui sera sur cette scène tout à l'heure avant midi, sur un débat sur la démocratie qui va être passionnant, je pense. Donc là, elle nous dit que les technologies d'IA externalisent une partie de nos facultés cognitives. Et évidemment, c'est tout le confort de l'IA et c'est tout ce paradoxe, hein, de lui déléguer ses facultés cognitives. Alors, quand on parle d'hyperprédiction, il y a cette très belle initiative qui est de décoder des milieux naturels pour cartographier le vivant à partir de traces d'ADN. Donc vous voyez, ce système est capable de récolter des traces d'ADN dans un milieu, là une forêt, un océan, etc. Et puis ensuite, de cartographier les espèces animales qui s'y trouvent. Alors évidemment, l'avantage c'est quoi? C'est d'avoir une photo en temps réel et de pouvoir prendre les mesures en connaissant la santé de ce biotope, de cet écosystème. C'est le traitement évidemment des data, hein, qui permet cette analyse-là. Alors GNOME, c'est très intéressant. C'est une initiative de Google DeepMind qui, alors là, ne prévoit pas le futur, mais le fabrique en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle est capable de créer de tout nouveaux cristaux. Hein, c'est-à-dire des cristaux. Alors les cristaux peuvent être utilisés par exemple dans des microprocesseurs. Enfin, c'est un nouveau matériau. Et deux axes en fait ont sous-tendu ce travail-là des tendances. C'est un, les champignons qui sont un peu partout, et puis deux, les nouveaux matériaux. D'ailleurs, certains sont faits en champignons. Donc GNOME a été capable de créer 2 millions de nouveaux cristaux, c'est-à-dire des matières qui n'existaient pas auparavant sur Terre. Alors après, vous allez me dire oui, mais tout ça est très théorique, c'est des modèles abstraits. Sur ces 2 millions, 350 000 sont stables, c'est-à-dire ouverts à l'expérimentation. C'est-à-dire que 350 000 nouveaux cristaux apparus sur Terre grâce à l'IA sont disponibles pour éviter d'abîmer la planète éventuellement. Et donc, c'est une prouesse qui représente 800 années de recherche, de recherche sans l'IA, hein, de trouver ces cristaux-là qui peuvent être utilisés. Donc la création de tout nouveaux matériaux sur Terre, ça c'est quelque chose qu'on a bien vu, on a vu que c'était une ligne de force et qu'on va vraiment suivre ça chez Global Trends. La vague scélérate. Alors ça, c'est très intéressant. Moi, c'est un sujet qui me fascine depuis longtemps. La vague scélérate, hein, vous savez, ce sont ces vagues qui sont beaucoup plus, 2 fois à 3 fois plus grandes qu'une vague normale et qui arrivent par le système des ondes de façon complètement inopinée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prédire à quel moment cette vague scélérate va survenir dans l'océan partout sur le globe. Et vous voyez ces vidéos où les bateaux sont confrontés à des falaises d'eau, c'est très impressionnant. Et donc ces vagues scélérates, c'était l'objet de légendes, hein, de navigateurs, de marins. C'est quelque chose de très impressionnant. Et bien pour la première fois, cette vague scélérate qui jamais n'avait été prédite, maintenant avec cette innovation Rogue Wave Prediction, eh bien nous pouvons prévoir les vagues scélérates avec évidemment l'intelligence artificielle. Et puis on termine avec cette innovation en Afrique, qui permet d'avoir
une association entre des capteurs sur Terre et aussi des analyses satellites. Hein, et cette association permet de donner toutes les datas à l'agriculture, aux agriculteurs, notamment en termes de biodiversité, en termes eh bien de fertilité du sol, et donc de pouvoir voilà, avoir une agriculture beaucoup plus pensée et beaucoup plus efficace. Voilà. Donc ça, c'est une initiative très intéressante que nous suivons aussi de près parce qu'elle est capable de vraiment transformer des régions entières. Alors SATLAS, c'est aussi vu du satellite. SATLAS, vous voyez à gauche, vous avez l'image satellite, et à droite, reconstituée par IA. Donc là, on voit en quoi la précision de l'IA, en termes d'imagerie, peut complètement clarifier une situation, et on échappe complètement au flou qu'on voyait à gauche, qui est quand même une image difficilement interprétable. Et là, évidemment, on voit toute voilà, l'évolution des forêts, l'évolution des territoires de façon hyper claire. Alors, c'est très important d'avoir des outils comme ça de pilotage, hein, parce que ces outils visuels, c'est quand même la base voilà, de la Suisse, c'est-à-dire de prendre les bonnes mesures et de pouvoir piloter cette biodiversité. Toujours la petite page prospective avec Hyperprédiction. Et là, je vous laisse la surprise de découvrir qu'est-ce qu'est ce Hyperpredict Institute dans le livre. Voilà, et on arrive à la dernière Global Trends, la dernière tendance qui est, alors là, vertigineuse aussi, hein, c'est la générative démocratie. C'est-à-dire que, on le sait bien, il y a 4 milliards de personnes qui vont voter sur Terre avec la coïncidence des votes cette année, qui ont déjà voté d'ailleurs, hein, mais enfin en 2024, c'est 4 milliards au total à peu près. Et donc, eh bien, toutes ces personnes sont informées. Comment vont-elles voter? Elles vont voter par l'information, par l'éducation, toutes choses, éducation, information, journalisme, qui sont impactées, qui sont touchées évidemment par l'IA générative, les fake news. Et donc se pose la question du vote de confiance, c'est-à-dire avec quelles données, avec quelles valeurs allons-nous voter? Alors, ce problème-là, cette problématique fera l'objet d'une table ronde, hein, avec notamment Inziane, qui sera là tout à l'heure avec Laura Siboni sur scène, et elle qui a fondé, c'est une personne très engagée qui a fondé un mouvement Génération Politique qui utilise la tech pour favoriser la citoyenneté et qui a une vue très globale de la politique et non pas franco-française. C'est très intéressant. Vous allez voir son avis sur la question. Alors évidemment, les réseaux sociaux, on ne va pas redire que c'est une machine à séparer les populations, à siloter les esprits et à les mettre en opposition les uns aux autres. En tout cas, c'est contre cela que se bat Peter Thornberg, qui a inventé c'est une sorte de bot en fait que vous placez dans les réseaux sociaux, et ce bot est capable d'analyser les algorithmes et d'imaginer, de favoriser le meilleur algorithme pour éviter justement le silotage, les oppositions stériles. Et donc en fait, c'est une sorte de pacificateur des réseaux sociaux que cet algorithme. Peut-être qu'en effet, un réseau social pacifié, intelligent, informatif serait possible. On avait aussi l'utilisation de l'IA pour régler des problèmes à grande échelle. On parlait de la puissance et de la précision de l'IA. Et là, c'est un système qui s'attache aux problèmes diplomatiques en réglant toutes les situations possibles de conflits sur la planète, évidemment de façon plus théorique. Mais ça, c'est intéressant parce que ça montre, c'est une tendance aussi qu'on a relevée l'an dernier avec Rice N, qui donnait des solutions pour le climat. Et bien là, cette intelligence donne des solutions pour les systèmes géopolitiques. Et donc c'est là où l'humain se dessaisit finalement de décisions qu'il n'arrive pas à prendre lui-même pour les confier à l'IA générative qui, elle, évidemment, avec son côté froid, peut assembler des conceptions contradictoires, sans affect et sans intérêt géopolitique. Sur la question des réseaux sociaux, il y a aussi un point très important, c'est les adolescents, les enfants qui sont confrontés évidemment via leurs écrans aux réseaux sociaux. Changer, c'est une application qui vise à faire deux choses. Un, donner les arguments aux enfants et aux adolescents contre le cyberharcèlement, donc développer leur confiance en eux. Bon, il y a tout un système qui est dans cette app. Et surtout de développer leur esprit critique. Voilà. C'est une app qui vise, d'après la fondatrice, à développer la pensée critique chez les enfants et les adolescents spécifiquement. Donc on voit comme ça beaucoup, on en a pas mal dans cette captation, beaucoup d'initiatives qui visent à contrer, à résoudre ou à être dans le constructif et le positif vis-à-vis des réseaux sociaux, vis-à-vis de l'information et de l'éducation. Par exemple, le dark web, évidemment, c'est quelque chose d'assez terrifiant quand on commence à s'y plonger. Et donc, cette initiative de Corée du Sud prend acte que les humains qui sont chargés d'explorer le dark web pour le surveiller, pour le contrôler, en tout cas pour enquêter,
sont soumis à un stress mental énorme, vu évidemment les contenus infâmes qu'on peut y trouver. Et donc, ils ont créé le ChatGPT du dark web, en fait, c'est-à-dire que eh bien, vous pouvez, par des requêtes, trouver ce que vous cherchez en termes d'enquête et en termes d'exploration sur ces sujets, criminels. Et puis, cette toute dernière innovation pour cette partie, c'est Climate Collen. Alors, Climate Collen, c'est de redonner aux citoyens les armes pour comprendre le climat et les mesures prises en sa faveur. Souvent, quand on parle du climat, parfois en tout cas, on est confronté à des chiffres, à des graphiques, et parfois c'est un petit peu abstrait, c'est-à-dire qu'on se sent moins concerné, on ne se sent pas vraiment concerné dans sa vie quotidienne. Climate Collen vise à fournir aux citoyens les datas émanant des entreprises, et qui sont vérifiées bien sûr ces datas, des entreprises, des municipalités, au niveau micro-local. C'est-à-dire que dans votre rue, votre quartier, votre ville, vous pouvez savoir quelle entreprise pollue ou pas, etc. Et vous avez des bilans très très précis pour savoir si les différents acteurs de votre vie locale respectent les accords de Paris. Donc c'est un outil précieux pour la citoyenneté. Et puis, dans ce livre, on a aussi terminé par un ODD. L'ODD, cette année, c'est sur l'eau. Et donc, l'eau, c'est, vous verrez, vous aurez des initiatives de l'UNESCO, par exemple, l'UNESCO Green Citizens. Il y a une interview très, très intéressante aussi de Romain Troublé. Et puis, dans ce chapitre sur l'eau, on évoque aussi un animal qui est la baleine Blue 52. Alors Blue 52, c'est un animal un petit peu légendaire, mais finalement qui pose pas mal de questions. En fait, 52, pourquoi? Parce que 52, c'est la fréquence des sons qu'elle émet. Or, elle émet des sons à 52 Hz, qui est une fréquence inaudible pour les autres baleines. C'est-à-dire que ses congénères, les autres baleines de son espèce, donc, ne peuvent pas la comprendre. Donc, elle ne peut pas se socialiser. Impossible de jouer, de se reproduire, etc. C'est comme si elle était condamnée à vivre une vie solitaire dans l'océan, cette baleine Blue 52, à cause de la fréquence de ses cris, de ces sons. Donc évidemment, ça c'est notre interprétation humaine, et je trouve que c'est un beau symbole, cette baleine, parce que, ça montre aussi que la nature bute, enfin en tout cas que nous butons sur la nature en termes de compréhension, que nous n'en connaissons pas beaucoup, pas grand-chose, et que nous avons sans arrêt ce travail à faire de nous intéresser, en dehors des modèles, des filtres et des théories, au concret de la nature, de vraiment mieux la saisir. Et aussi, c'est la métaphore de notre curiosité envers le vivant que nous devons toujours exercer et perfectionner. Je vous remercie. Merci beaucoup Sylvain. Merci d'avoir excité nos neurones et de nous avoir présenté donc les Global Trends. Je le disais, les 100 innovations donc, qui sont retenues par le comité scientifique de 2050 Now. Vous le retrouvez dans ce livre que tu as écrit, Scale Up the Future. Plus de 50 interviews, très pluridisciplinaires. Vous donnez la parole à des académiques, des scientifiques, mais aussi des start-upers. C'est ça, toutes les sciences sont représentées, du quantique à la philosophie, anthropologie, enfin voilà. On veut vraiment un ouvrage conversationnel parce qu'on se dit que c'est plus intéressant d'avoir des regards très pluridisciplinaires pour s'attaquer à ce genre de problématiques. Et donc c'est pour ça on vous encourage bien sûr à aller chercher, à vous procurer une copie. Alors on le disait en introduction, tu diriges maintenant l'offre Global Trends de 2050 Now la maison. Est-ce que tu peux peut-être dans un premier temps nous dire en 2 mots ce que les entreprises et les partenaires adhérents préfèrent dans ces Global Trends? Alors d'après les retours lors des conférences, et voilà, les 2 mots c'est vision et opérationnel. Vision parce que c'est une vue mondiale, multiculturelle et multisectorielle de l'innovation, et opérationnelle parce que là on l'a vu, on le voit dans les conférences, les ateliers créatifs, le bouquin aussi, c'est que en fait nous nous appuyons sur des projets existants, labos de recherche, start-up, etc., mais toujours des projets existants, donc c'est tout à fait opérationnel. Alors cette année, il y a des changements dans le livre, notamment des data vis, des pages prospectives, encore plus d'interviews. Est-ce que c'est le signe que les Global Trends sont en train de changer? Alors en tout cas, c'est un ouvrage qu'on a voulu très ouvert sur le monde avec les interviews, très pratique d'utilisation, en effet avec les data vis, très inspirant aussi avec les pages prospectives. Donc en fait, on a changé un peu les modalités de ce livre-là, mais l'ADN reste toujours là, c'est-à-dire que chez 2050 Now à la maison, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un pas de côté, un esprit critique, parfois subjectif, mais en tout cas de donner notre avis, de ne jamais être victime des modes sur le sujet de l'innovation. Et donc c'est quelque chose, ça, qu'on n'a pas lâché, c'est d'avoir justement cette ligne
comment dire, un petit peu de pas de côté, d'analyse, de regard critique, tout en étant au cœur des sujets, parce qu'on interroge vraiment les personnes qui vraiment font voilà, qui créent, qui font, qui conçoivent les innovations. Alors, une autre nouveauté, c'est donc ces pages que tu imagines, ces pages prospectives dans lesquelles tu te projettes dans le futur. Comment est-ce que tu fais? Quelle est ta méthode peut-être pour réfléchir à ces scénarios et pour que justement ils aient l'air vraiment crédibles? Bah voilà, tout part de là. Il faut que le scénario ait l'air crédible, c'est-à-dire qu'on part d'un fait existant. Voilà. On ne part pas d'un cliché de science-fiction tel le futur tel qu'on le voit dans le passé, etc. On ne part pas non plus d'un fait complètement mythique, on part de l'existant. Et en tirant le fil de l'existant, eh bien, on voit qu'on peut, date après date, déployer cette idée-là. Donc vous verrez dans le bouquin, on part par exemple de 2024 et puis 2037, etc., pour arriver à 2050 par exemple. Et à chaque étape, eh bien, on passe un cap, c'est une sorte de gradation comme ça dans la prospective. Alors ça peut paraître parfois un peu fantaisiste le résultat d'arrivée, quand on est en 2058, mais ce qui est intéressant, c'est le cheminement et de voir à l'aune du futur ce que les implications sur le monde actuel. Alors, une de ces pages prospectives, c'est dédiée aux champignons. Tu connais ma Ouais. passion pour le mycélium. Ouais. C'est ni une plante, ça fait ni partie du règne animal ni végétal. Ça montre une intelligence absolument exceptionnelle. C'est carrément magique, faut le dire. Magique, on est d'accord. Est-ce que tu as parlé tout à l'heure de s'inspirer en fait du modèle des champignons et du mycélium pour essayer d'en créer un nouveau modèle de fonctionnement pour notre société, une fongicratie, Oui, je crois que tu dis. Ouais. Est-ce que tu y crois vraiment? C'est le principe de la prospective. Il faut y croire pour l'imaginer. Ensuite, évidemment, on filtre par rapport à la réalité. Mais je pense qu'en effet, le champignon, c'est un domaine particulièrement incroyable à explorer et que dans les utilisations, dans la connaissance et dans son fonctionnement, enfin, est-ce qu'on peut parler d'intelligence du champignon? Voilà, je ne sais pas, mais on parle bien d'intelligence artificielle. Pourquoi pas changer un petit peu? En tout cas, ça ressemble à un réseau neuronal. Oui, voilà, on y reviendra. exactement. Voilà. Bon, alors, pour ceux qui étaient avec nous l'année dernière, on avait fini cet entretien en disant que finalement, il faudrait tous qu'on soit des cachalots, pour une raison très particulière que tu vas nous expliquer. Est-ce que ça y est, on a trouvé notre animal totem de cette année? Est-ce qu'on va inciter les gens à devenir des champignons? Alors, je rappelle le cachalot. Le cachalot est très beau parce qu'il dort debout. Enfin, il dort de façon verticale, c'est magnifique à observer. Mais surtout, il a une respiration volontaire, c'est-à-dire qu'il doit consciemment remonter à la surface pour respirer, sinon il meurt. Et donc, il a toujours une partie du cerveau éveillée. Donc, c'était pour ça que j'invitais tout le monde à garder une partie du cerveau éveillé et à devenir des cachalots. Mais pourquoi pas, en effet, avoir le champignon comme être vivant totem pour cette année, de se considérer comme des champignons. Ça me va très bien. Parfait. Merci Sylvain, tu restes avec nous parce que on va accueillir tout de suite 3 étudiants qui rentrent d'un périple complètement hors norme dans le désert de l'Utah. Ils ont participé à la mission Mars Desert Research Station qui embarque chaque année 7 étudiants de l'ISAE Supaéro pour 4 semaines de simulation de vie martienne. Je vous propose tout de suite d'accueillir Marie Delaroche, Hélène Poujon et Mathurin Franck. Bonjour à tous les trois. Mathurin, je t'en prie. Voilà. Bienvenue, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Vous allez être en fait tout au long de cette journée avec nous pour nous donner votre perspective sur les différentes innovations qu'on va proposer. On aura aussi l'occasion de revenir sur la mission en tant que telle lors d'une interview plus tard dans la journée. Mais peut-être rapidement, Marie, de quoi s'agit-il exactement? Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc on est membres tous les trois de l'équipage 293, donc membres d'une mission de recherche scientifique à laquelle notre école contribue depuis plus de 10 ans maintenant. C'est une mission de recherche scientifique dont l'objectif est de contribuer à la recherche dans le milieu spatial, développer des innovations, mener des études qui vont servir à relever les défis du secteur spatial. Donc pour ça, on s'enferme littéralement dans une base qui est une réplique d'une future base spatiale, une base dans laquelle on va vivre pendant 1 mois. Donc notre objectif, c'est de contribuer activement à la recherche dans le secteur spatial. Alors la journée s'intitule Scale Up the Future, vous le savez. Peut-être rapidement, chacun d'entre vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous avez une idée que vous avez réussi à passer à l'échelle, peut-être dans le cadre justement de cette mission? Sachant que vous avez chacune de vous trois, des spécialités. Et des rôles différents. Voilà, dans l'équipage. Voilà, qu'on abordera d'ailleurs un peu plus tard, mais dites-nous. Je vais peut-être commencer. Donc, je suis commandante de l'équipage. Donc ça veut dire que j'étais chargée de l'organisation de la mission en amont et aussi de la coordination des membres de l'équipe entre eux au cours de la mission.
Mais un des objectifs sur lequel j'avais envie de me focaliser du coup, pendant la préparation, un des objectifs de notre mission, c'est en plus de contribuer à la recherche, c'est de vulgariser les sciences, de partager notre passion aussi avec les jeunes, donc d'aller dans les lycées, les collèges pour leur partager notre passion pour le spatial. Et donc cette année, on est passé d'un petit projet en collaboration avec un seul collège de Toulouse à un véritable réseau d'écoles. Donc on a fait des interventions dans plus d'une quinzaine de lycées, ce qui nous a permis de toucher énormément d'élèves pour leur parler de notre projet aussi, éventuellement susciter des passions, des vocations pour le milieu des sciences et en particulier pour le spatial. Erin. De mon côté, comme je suis journaliste de l'équipage, j'ai cette année décidé de faire un petit peu évoluer le rôle dans un sens qui me plaisait beaucoup. C'est-à-dire que toujours dans cette continuité de vulgarisation de notre mission, de notre passion et de notre projet, le but, ça a été d'écrire un livre qui regroupait tous les rapports journaliers qu'on écrit quand on est dans la station, les nombreuses photos aussi que l'on prend là-bas, et des textes supplémentaires qui parlent plus de nos émotions, de notre quotidien sur place. Et donc, finalement, de publier ce livre dans l'objectif de partager au plus grand nombre, que ce soit d'autres collégiens, lycéens qu'on n'a pas eu la chance de toucher avec nos opérations de vulgarisation, ou alors le grand public, tout simplement. Et Mathurin, quel était ton rôle et quel est le projet que tu veux partager avec nous? Donc, moi, j'étais botaniste de l'équipage. Donc, je m'occupais de la serre qui était dans la station pour nourrir l'équipage. Rôle important quand même. Oui. Et donc, nous, on était isolés pendant un mois dans cette station. Et ce qui intéresse énormément les chercheurs, c'est d'étudier les effets de l'isolement dans un milieu hostile et aussi avec une forte charge de travail. Et donc, ils ont tendance à vouloir mettre énormément de capteurs partout sur nous, qui ne sont pas toujours très pratiques. Et donc, cette année, on a essayé de travailler pour automatiser toute la récolte de ces données-là, ce qui nous a permis d'être beaucoup plus efficaces dans nos tâches pendant la mission. Bien, merci à tous les trois. On va vous retrouver tout au long de cette journée en fil rouge. Justement, vous allez partager avec nous justement votre perspective sur les différentes innovations. Alors, du désert aride et brûlant de l'Utah, on va maintenant passer au froid glacial de l'Arctique.